Le Gabon au bord de l'explosion, le consul de France séquestré puis relâché, 10 personnes dont 8 Français toujours en otage. Une adolescente de 16 ans menacée de mort est tondue en plein centre d'Avignon. Motif, elle était noire. Menace de grève ce week-end à l'aéroport et à la gare de Nice, embouteillage dans l'air, le Grand Prix de Monaco a du plomb dans l'aile. Réglementation plus stricte pour les billetteries à partir du 1er juillet prochain, les découverts sous haute surveillance. Bonsoir. L'insurrection, l'émeute ou la révolte, le Gabon est en proie à des troubles très inquiétants depuis hier soir, depuis l'annonce de la mort suspecte d'un opposant au président Bongo, retrouvé mort dans un hôtel. Le consul de France a été pris en otage puis relâché, mais 10 personnes, dont 8 Français, sont toujours séquestrées à Port-Gentil. Le gouvernement français a décidé d'envoyer 200 soldats au Gabon pour protéger ses ressortissants. Et à Libreville, ce soir, la situation est alarmante. Marc Mémon. C'est probablement l'une des plus graves crises que traverse le Gabon depuis son accession à l'indépendance il y a un peu moins de 30 ans. L'agitation qui a commencé dans ce pays à la mi-janvier s'est amplifiée avec l'annonce de la mort dans des conditions suspectes d'un opposant au régime de Omar Bongo, Joseph Redjembe, président du Parti gabonais du Progrès, principal parti d'opposition. À Port-Gentil, la deuxième ville du pays et bastion de l'opposition, 10 responsables de sociétés pétrolières implantées au Gabon, dont 7 Français, étaient retenus en otage cet après-midi par les manifestants. Déjà, la nuit dernière, le consul général de France à Port-Gentil avait été séquestré par des manifestants qui ont saccagé des bureaux administratifs, le palais du président Bongo et la résidence du gouverneur de la ville. Réponse du gouvernement gabonais, le couvre-feu a été décrété et des renforts militaires et policiers ont été déployés au carrefour stratégique de la capitale Libreville. La France, qui compte 500 militaires du 6e bataillon d'infanterie de marine stationné au Gabon, a acheminé aujourd'hui des renforts conséquents, une compagnie de parachutistes et une compagnie d'infanterie, soit près de 200 hommes. On vient de l'apprendre, un détachement de l'armée française d'une centaine d'hommes vient tout juste de prendre position à Port-Gentil. Alors quelle est la situation exacte ce soir au Gabon? Nous allons écouter 2 résidents français qui veulent garder l'anonymat. L'un travaille dans une société pétrolière à Port-Gentil, l'autre vit à Libreville. Témoignage recueilli par Jean-Jacques Malmanche sur la situation au Gabon. Eh bien, elle est assez confuse parce qu'en fait, certains quartiers sont bouclés, d'autres sont quadrillés par les militaires. Les 2 hélicoptères survolent la ville et on voit des panaches de fumée s'élever un peu partout. Donc, on circule très peu et on entend quelques tirs sporadiques, mais ça a l'air plutôt d'empirer. C'est sûr qu'il y a un peu d'inquiétude, il y a des gens qui étaient un petit peu isolés, qui se sont regroupés à l'hôtel Méridien en ville. Bon, mais c'est sûr que personne n'est protégé. Hein. On a pris nos précautions nous-mêmes, on est des marins, nous avons des bateaux, on est entouré de gens de la mer, si vous voulez, on n'est pas loin, donc ça on sait faire, si vous voulez. Hein. Oui, si jamais ça tournait mal. Ben oui, si vous voulez, il y a 2 solutions pour partir, hein. Vous allez en brousse ou vous allez sur la mer. Hein. Alors, les troubles sérieux au Gabon datent de plusieurs mois, mais on assiste aujourd'hui à un réel processus de déstabilisation du Gabon. Alors Jean-Claude Perpert, d'après vous, quelles en sont les causes? Eh bien, ce processus de déstabilisation du régime gabonais est le même que celui qui fait vaciller les régimes du Sénégal et de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la chute des prix des matières premières, la mauvaise gestion, la gabegie et même la corruption à tous les niveaux de l'administration et de l'État. Avec cette différence que le Gabon est un pays riche, 1 million d'habitants à peine, vivant sur un gisement de pétrole, d'uranium et de manganèse. Mais voilà. Le prix de l'or noir baisse considérablement. Le Gabon, dont la dette s'élève à 15 milliards de francs, a toujours besoin d'argent. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, avant de consentir à de nouveaux prêts, exigent une rigueur des prix et des salaires qui touche bien sûr le niveau de vie des Gabonais. Dans le même temps, les dignitaires du régime continuent à mener grand train, villas somptueuses et parcs de voitures de luxe. Le président Bongo, pour calmer les esprits, a instauré le 22 mai dernier une nouvelle constitution s'ouvrant sur le multipartisme. Mais cela ne semble pas suffire à endiguer la colère des Gabonais. Merci Jean-Claude. Alors, invité de ce journal, Adrien Nguema-Ando, vous êtes le président du Morena, mouvement de redressement national, un parti d'opposition au président Bongo. Vous êtes exilé en France depuis 10 ans, mais vous suivez bien sûr l'actualité au Gabon. Que pensez-vous des derniers événements? Est-ce que c'est vraiment une déstabilisation cette fois du régime? C'est une véritable
Est-ce que c'est la chute Vous pensez que le... C'est une véritable déstabilisation. Et même c'est maintenant des décisions qui méritent d'être prises, puisqu'à présent le peuple a compris. Le peuple non seulement veut le départ de Bongo, veut absolument que cela soit fait dans des meilleures conditions et le plus vite possible. Jean-Claude ? Et alors pensez-vous que l'instauration du multipartisme, justement, puisse assainir la situation? Le multipartisme en lui-même peut assainir la situation, oui, puisqu'il y a un problème de changement de système politique. Mais le multipartisme dont parle le président Bongo n'est pas un multipartisme puisqu'il est limité dans le temps. D'abord, les partis politiques dont on parle aujourd'hui ne sont pas réellement existants. C'était des mouvements qu'il a fait créer de toutes pièces. Il a créé tout un désordre. Donc, au Gabon, maintenant, on ne peut même pas parler de multipartisme. C'est un maquillage, tout simplement, pour l'extérieur et qui, maintenant, démontre qu'il ne peut pas aller plus loin, étant donné que la population, le peuple gabonais, est en train de dire non à ce maquillage qui a toujours continué. Alors, oui. Pourquoi les contestataires s'en prennent-ils particulièrement aux Français et en particulier aux employés de la société Elf? Le peuple gabonais a plusieurs raisons de le faire. D'abord, il ne s'agit pas de s'attaquer au peuple français en tant que tel. Le problème qui se pose, c'est que tous les Gabonais, à quelque niveau qu'ils soient, reconnaissent entre le Gabon et la France l'importance des liens qui les unissent. Il y a donc des liens de coopération assez solides, et ces liens sont connus par tous. Et les Gabonais qui séquestrent un peu les Français veulent que le président François Mitterrand se rende compte qu'on a besoin de lui. Nous faisons appel au peuple français, au gouvernement français, nous faisons appel à la France depuis plusieurs années. Et maintenant, le peuple essaie de le faire en essayant de retenir certaines personnalités en otage. Ce n'est nullement, nous ne nous trompons pas d'objectif. Notre objectif, c'est de faire tomber le régime actuel. Le peuple gabonais l'a voulu. Le peuple gabonais a lancé un appel solennel à la France. Et je réitère cet appel. Alors ça veut dire que vous êtes plutôt pour l'envoi des troupes françaises qui sont parties aujourd'hui au Gabon? Je suis pour l'envoi des troupes françaises qui sont parties au Gabon dans ce sens que, compte tenu des relations qui nous unissent et des liens de coopération, la France a un devoir. Et ce devoir, c'est de protéger le peuple gabonais. Et maintenant, ce peuple qui est en train de mourir sous les balles conjuguées de l'armée de la garde présidentielle, plus l'armée nationale qu'utilise le président Bongo. Monsieur Nguena Ondo, je vous remercie. À l'étranger, toujours situation très tendue aujourd'hui encore dans les territoires occupés avec au moins un mort lors des affrontements. Souvenez-vous, événement sans précédent. Au lendemain de l'attentat de Rishon-Lezion, plusieurs villes arabes ont été secouées par de violents affrontements. Nos envoyés spéciaux Clément Veyrenal et Pierre Michel sont allés dans un petit village près de Nazareth pour tenter de mesurer l'ampleur du malaise des Arabes israéliens. Reportage. Kfar Kana, 12 000 habitants à quelques kilomètres de Nazareth, la principale ville arabe d'Israël. Ici, à Kfar Kana, un drapeau noir est toujours accroché sur le balcon de la mairie, 5 jours après l'attentat de Rishon LeZion. Un signe de deuil, mais aussi de défi, car s'il est interdit de brandir un drapeau palestinien, le drapeau noir est une manière licite d'afficher sa solidarité avec les Palestiniens des territoires occupés. À Kfar Kana, comme à Nazareth, les gens sont descendus dans la rue pour crier leur colère, explique Aref Hamdan, le maire de la ville. Mais il n'y a pas eu d'incident, la police était dans la rue. Je lui ai demandé de partir pour éviter les provocations. Pour le maire de Kfar Kana, la flambée de violence de ces derniers jours risque de ne pas être passagère. Ici, les gens en ont assez, dit-il, d'être traités en citoyens de seconde zone. Regardez ces trottoirs, nous attendons toujours les subventions pour les entretenir. Nous avons le sentiment de ne recueillir que les miettes de la société israélienne. Au café de Kfar Kana, des vieux mais aussi des jeunes, beaucoup sont sans travail. Nous avons peur depuis l'attentat de Rishon LeZion, explique-t-il. Cela aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. On nous a dit que l'Israélien qui a tiré était fou, mais si demain nous allons travailler, cela risque de recommencer, explique cet habitant.
Ce que nous voulons, c'est plus d'égalité avec les Israéliens et surtout un État pour les Palestiniens de Cisjordanie. Mais si cet État existe un jour, je n'irai pas y vivre. Je suis citoyen israélien, nous sommes ici chez nous, en Israël. Ce sentiment ambigu est partagé par une grande majorité des Arabes d'Israël. Pas un habitant de Kfar Kana ne déclare vouloir aller vivre dans une nouvelle patrie palestinienne, même à quelques kilomètres. L'État palestinien est ici pour beaucoup un rêve lointain, mais la colère qui a explosé après l'attentat de la semaine dernière souligne d'abord le sentiment d'exclusion et de frustration de ces Arabes face à la société israélienne. En Roumanie, dès demain, il n'y aura plus de gouvernement provisoire, mais le gouvernement sorti des urnes prendra officiellement le pouvoir. Ce soir, c'était donc l'ultime mobilisation des opposants au régime sur la place de l'université à Bucarest. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Catala et Marc Doux. Souvenez-vous de mai 89, de la place Tiananmen. Le nouveau slogan, les extrémistes, de ceux qui veulent rester jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, le mouvement de protestation s'est nettement divisé. Doina Cornea, la caution morale des opposants, a lancé un appel pour que cessent les grèves de la faim et l'occupation de la place de l'université. Oui, je pense que c'est bien, parce que c'est un moyen de lutte plus subtil que nous voulons faire. Et c'est l'Alliance pour la proclamation de la Timișoara qui décidera. En attendant, l'occupation continue, car avant de se décider à quitter les lieux, les étudiants veulent faire connaître leur mouvement à toute la population. On pense ici à organiser une tournée dans le pays. Leur leader, Marian Monteanu, propose, lui, d'envoyer une délégation à la télévision pour y faire diffuser des cassettes vidéo expliquant leur position. Bref, la division, l'indécision et la nervosité s'installent parmi les protestataires. Quelques incidents ont ponctué cet après-midi la manifestation. Il y a maintenant un mois, jour pour jour, que les Golan, les voyous, occupent cette place de l'université. Et si aujourd'hui on a assisté à une nette remobilisation des opposants, eh bien les slogans commencent tout de même à tourner un peu à vide. Il s'agit maintenant pour le front du refus d'élaborer une vraie plateforme politique d'opposition sans laquelle le mouvement risque simplement de se dissoudre. En France, racisme et immigration, ces deux mots provoquent depuis plusieurs jours un véritable débat au sein de notre monde politique peu enclin au consensus. Et pourtant, depuis quelque temps, il ne se passe plus un jour sans que le racisme ne s'exprime. Hier, une jeune fille de 15 ans a été tondue en pleine rue à Avignon parce qu'elle était noire. Reportage FR3 Marseille, Daniel Jamet. Avenue Saint-Ruf à Avignon, une rue commerçante à 2 pas du centre-ville. C'est ici que la jeune fille allait chaque jour, depuis un mois, faire les courses pour sa grand-mère. Mercredi dernier, c'est du pain qu'elle avait acheté. Sur le chemin du retour, 4 jeunes gens en scooter s'approchent d'elle. Ils la maîtrisent et l'entraînent dans une impasse sous la menace d'un rasoir à main. Armés aussi d'une tondeuse à piles, ils entreprennent de lui raser les cheveux. Il était 19 h, en plein jour. Elle a été agressée par des jeunes de son âge. C'est ça qui est terrible. C'était des jeunes? Ah ben c'était des jeunes. Ils étaient 4, c'est ça? Ils étaient 4. Et celui-là qui l'a tenu, il était vraiment normand, un jeune de peut-être 18 ou 19 ans qui... Avignon n'en est pas à sa première manifestation violente de racisme. Pour le maire de la ville, les inspirateurs de ces crimes sont connus. Je crois que malheureusement c'est un acte qui s'inscrit dans une logique. La logique de ceux qui, après avoir proféré des propos racistes, xénophobes, eh bien, poussent certaines personnes à entrer dans le phénomène de la violence raciste. Car ce n'est pas un fait divers tout à fait banal, c'est un fait divers qui, malheureusement, s'inscrit dans cette logique dont je vous parlais. À Saint-Herblain, les 3 skinheads accusés d'avoir profané 90 tombes au cimetière de Saint-Herblain ont été relâchés hier contre l'avis du parquet. Une remise en liberté provisoire qui suscite, on l'imagine, une émotion considérable dans la petite ville. Reportage et réactions recueillis par Didier Suire. Lamentable. Moi je crois qu'il faut les laisser en prison. Il faut les laisser en prison parce que ce qu'ils ont fait c'était pas bien. Pas du tout d'accord, ils ont fait, c'est presque un crime qu'ils ont fait là, alors il faut que ça punisse. Hein. Je pense que c'est une erreur judiciaire dans la mesure où il a été prouvé qu'ils sont coupables et donc je ne sais pas pourquoi ils devraient être relâchés. Unanimité des réactions à Saint-Herblain en Loire-Atlantique à la suite de la décision prise par le juge Dubigean hier en fin d'après-midi de relâcher les 3 skinheads qui avaient profané il y a une semaine quelques 90 tombes au cimetière du Tillet. Le parquet de Nantes va faire appel de cette décision qui sera examinée jeudi prochain à Rennes. Alors qu'il y a eu une réprobation unanime
on s'aperçoit que ceci peut être interprété comme une certaine banalisation, je dirais même éventuellement une excuse d'un geste de personnes égarées, alors que l'événement était très grave. Surpris de cette décision pour le moins inattendue, le maire de Saint-Herblain a tenu à exprimer vivement son désaccord en faisant parvenir sans attendre un télégramme au Premier ministre Michel Rocard, au garde des Sceaux et au ministre de l'Intérieur, ceci sans attendre les suites que donnera le tribunal de Rennes. Invité du 19-20, Pierre-André Taguieff, vous êtes l'auteur de nombreuses études sur l'idéologie raciste en France et vous avez contribué au rapport communiqué dernièrement à Michel Rocard. Alors, y a-t-il réellement une montée du racisme en France ou des actes racistes ces derniers mois ? Écoutez, non seulement ces derniers mois, mais depuis 1987-88, on note une montée non seulement des actes, des petits actes autant que des agressions pouvant entraîner mort d'homme, mais également une multiplication des écrits idéologiques qui théorisent en quelque sorte, qui accompagnent théoriquement ces actes. Voilà donc pourquoi... Oui. Alors à quoi peut-on l'attribuer, la montée du racisme et des écrits racistes dans une société ? Écoutez, on peut l'attribuer évidemment le plus simplement à ce qu'on appelle une crise. Seulement, il faut préciser quel type de crise. Mais je crois que dans le contexte, dans les années 80, dans la deuxième moitié des années 80, la montée du Front National est un des facteurs explicatifs. Encore faut-il, évidemment, expliquer la montée du Front National. Alors je crois que la logique oppositionnelle à la gauche au pouvoir est un facteur. La faillite des vieux partis populistes, PCF, néo-gaullisme, etc. en est une autre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parti de protestation qui puisse, si vous voulez, exprimer un malaise social. Et le Front National récupère, si vous voulez, ce malaise social et le canalise en direction d'une victime émissaire. Enfin, de plusieurs types d'ailleurs de victimes émissaires. Alors, vous parlez aussi dans votre livre de la responsabilité des associations antiracistes. Oui, alors il faut bien s'entendre ici, c'est une responsabilité, ce n'est pas un calcul stratégique, disons c'est un effet pervers, c'est-à-dire un effet ni voulu, ni prévu et indésirable d'un certain type d'action. C'est-à-dire on vise quelque chose, on vise à faire reculer le racisme, on vise à l'éliminer, à l'éradiquer, et en fait évidemment en parlant, on le fait exister, on produit, si vous voulez, c'est un phénomène comparable au paradoxe de l'information qu'on trouve dans les médias. Parler d'un phénomène, évidemment, risque de produire, dans certains cas, dans une certaine situation, un phénomène de contamination. On ne peut pas pour autant se taire. Et on ne peut pas pour autant se taire, donc nous sommes, si vous voulez, je ne dirais pas crucifiés, mais nous sommes devant une difficulté quasiment insurmontable. Enfin. Difficile. Pierre-André Taguieff, je vous remercie. Je présente tout de suite votre livre, La force du préjugé, sorti chez Gallimard. J'espère qu'on le voit. Voilà, La force du préjugé, Gallimard. Le contrat de l'année enlevé par Boeing, Japan Airlines vient de commander à la firme américaine 57 appareils. Il s'agit de 747-400, le plus gros porteur du monde. Un succès pour Boeing, un coup dur pour Airbus. Jacques Garnier. 8,5 milliards de dollars, c'est le montant de la commande que vient de passer la Japan Airlines à la firme Boeing pour l'achat ferme de 20 Boeing 747-400 de ce type et une option sur 34 avions supplémentaires. Rien de surprenant, car cet appareil n'a pas de concurrent. Il est le plus gros porteur actuellement en service avec un rayon d'action de 13 000 km avec 566 passagers embarqués. Mais en commandant également 10 McDonnell Douglas MD-11, rivaux de l'Airbus A330, A340, le Japon ferme sa porte au marché européen. Mutisme ce matin au siège d'Airbus Industrie. Il ne fallait cependant pas se faire trop d'illusions. Boeing avait signé avec les industriels japonais le mois dernier une lettre d'intention pour coopérer au dernier né du géant de Seattle, le 777. Cet événement confirmait le retour et la montée en puissance des Japonais dans le monde de l'aéronautique. Autre facteur important, la Japan Airlines veut devenir le premier transporteur mondial avec une flotte colossale. Elle va demander et obtenir l'ouverture de nouvelles lignes et augmenter considérablement son trafic. Airbus Industries sur le marché asiatique demeure cependant bien placé et relèvera sûrement le défi malgré la mésaventure de l'Airbus de l'Indian Airlines. Il ne saurait être question de se contenter d'un strapontin. Nice et le Grand Prix de Monaco, prise en otage par un préavis de grève des cheminots et des contrôleurs aériens pour la fin du week-end. La circulation rimera sûrement avec pagaille et les réactions des commerçants avec colère. Les compagnies aériennes tentent de trouver une solution. Reportage, Catherine Lioult. Mesure d'urgence au bureau d'Air France, informer tous ceux qui avaient prévu de voyager. C'est pour ça qu'on a fait une cellule de crise à la réservation
et que nous avons quasiment doublé le personnel, c'est-à-dire nous avons 30 personnes alors que d'habitude nous avons entre 12 et 15 personnes pour les jours fériés. Alors concrètement, comment ça va se passer au niveau des vols? Alors au niveau des vols, il y a quand même beaucoup de vols qui sont annulés. Nous avons modifié des équipements d'avion, c'est-à-dire au lieu de petits porteurs d'avions à 150 places, nous avons mis en place deux 747 de 400 places. D'autres compagnies comme Air Inter ou British Airways envisagent de dérouter certains vols sur les aéroports de Hyères ou Gênes, les passagers étant ensuite acheminés par car à Monaco. Les conséquences de la grève des aiguilleurs du ciel devraient donc se mesurer sur les routes. Compte tenu également de la grève des cheminots, les amateurs de F1 ne pourront aller à Monaco qu'en car ou avec leur propre véhicule en empruntant l'autoroute ou l'une des 3 corniches. Ceux qui s'estiment lésés par la grève sont les taxis. D'autant plus en colère que chaque fois qu'il y a une fête, une manifestation ou quoi, il y a toujours une grève à l'aéroport, au train, etc. Et ça nous crée un très fort préjudice. Si vous devez voyager, le week-end ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices. Mieux vaut vous renseigner avant de partir. Voilà, et puis sachez enfin que des navettes de bateaux ont été mises en place jusqu'à Monaco pour sauver le Grand Prix. Une révolution au royaume des cartes bleues à partir du 1er juillet prochain. Impossible de retirer de l'argent en billetterie si votre compte n'est pas suffisamment approvisionné. Ce nouveau système, destiné à l'origine à éliminer les fraudes, risque en fait de devenir une pénalité pour les petits budgets. Reportage Bernard Ségara et Patrick Floïmont. C'est une réforme qui tendra à favoriser plutôt les banques que la clientèle. Je sais que le métier de la banque, c'est quand même d'être là et de pouvoir vous donner de l'argent quand vous en avez besoin, même si vous avez un découvert de 200 francs ou 300 francs, c'est pas bien grave. Les habitués du découvert permanent, les manipulateurs de billetterie qui retirent simultanément le même jour dans plusieurs banques leur montant autorisé, ou ceux qui concentrent sur le dimanche soir et le lundi matin leurs opérations de retrait, vont devoir changer leurs habitudes. La plupart des banques vont en effet interconnecter leurs distributeurs, et ce sera un même organisme, le groupement carte bancaire, qui gérera l'ensemble des clients et donnera ou non un accord de retrait. On a voulu faire payer les chèques, quand vous avez de l'argent déposé dans votre compte, il ne vous rapporte rien. Enfin, tous les avantages sont pour la banque et jamais pour le consommateur. En 92, il y a l'ouverture des nouvelles banques qui vont arriver, des banques étrangères, qui vont proposer d'autres services, donc pour moi ça ne marchera pas. 1800 francs ou 3000 francs par semaine maximum, sauf accord de votre banque. 8 jours écoulés entre 2 retraits, ce sont les petits comptes qui risquent de faire les frais de cette réforme. Pour les banquiers, les cartes bancaires sont des moyens de paiement et non des cartes de crédit. Tout de suite, les autres faits marquants de l'actualité en France. Commentaire Marie-Christine Pierre. 3 morts et 2 blessés graves dans l'incendie d'un immeuble à Roubaix. Parmi les victimes, une jeune femme et son enfant de 18 mois se sont tués en se jetant par la fenêtre. L'incendie s'est déclaré dans la nuit. On n'en connaît toujours pas l'origine. Le corps d'une jeune femme de 26 ans retrouvé hier dans un bois de Crosne dans l'Essonne. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle aurait subi des violences sexuelles avant d'être étranglée avec une cordelette. Un témoin a été entendu par la police mais n'a pas été gardé à vue. C'est le SRPJ de Versailles qui est chargé de l'enquête. Importants dégâts dans les Pyrénées-Orientales, un orage de grêle a détruit des plantations de pêche et de vignes. Un quart de la production de pêche du département est irrécupérable. Dans l'Aude, de nombreux villages ont été inondés et des routes de campagne coupées. Cérémonie d'un nouveau genre à Limoges. Demain, dans la cathédrale, des caméras vidéo seront là pour filmer l'ordination de 3 jeunes prêtres. L'installation a été financée par la vente d'autocollants. Les temps changent, l'église aussi. En Formule 1, c'est Ayrton Senna qui a été le plus rapide aux premiers essais officiels du Grand Prix de Monaco. Il a même battu le record du monde tout juste derrière la deuxième McLaren, celle de Gerhard Berger. Troisième temps, le jeune Français Jean Alesi sur Tyrrell. Alain Prost a signé le 4e meilleur temps. En rugby, victoire surprise des Roumains cet après-midi face à l'équipe de France 12-6. C'était le premier match des Roumains à l'étranger depuis la Révolution de décembre. Caroline Sins. Coup de sifflet final et un bonheur presque neuf pour les Roumains. Depuis 5 ans, ils n'avaient jamais gagné contre la France.
L'une des explications de cette victoire, une liberté enfin retrouvée. Terminé le temps où l'équipe se déplaçait à l'étranger encadrée par la Securitate. Comme le disaient les sportifs après la chute de Ceausescu, fini le cauchemar, tout ne peut que s'améliorer. En janvier, le Front de Salut National triple le budget du sport et multiplie les allocations alimentaires par 5. Résultat aujourd'hui à Auch, un 15 roumain conquérant face à une équipe de France peu inspirée. La révolution a quand même laissé sa trace dans cette équipe roumaine dont le capitaine, officier de l'armée, fut tué le 22 décembre. 3 pénalités marquées par le maître buteur Ignat en première mi-temps. De leur côté, les Français restent muets. 9-0 d'Intrans, capitaine de l'équipe de France pour la dernière fois, doit exhorter ses troupes. Celle-ci sauve l'honneur en deuxième période, mais les 2 pénalités inscrites par l'Escarbura ne suffiront pas à renverser le score. Les Roumains passent un drop, 12-6, c'est le printemps du rugby roumain. Enfin, le football avec la grande victoire italienne dans les Coupes d'Europe, couronnée hier par le Milan AC, fait exceptionnel. Il y avait sur le terrain Paolo Maldini, fils du célèbre Cesare Maldini, qui 27 ans plus tôt avait remporté lui aussi la Coupe des Coupes face à Barcelone. Alain Dorgans. Paolo Maldini à gauche, qui transporte le président Berlusconi, vient à 22 ans de remporter son 2e trophée européen avec le Milan AC aux dépens de Benfica. Bon sang ne saurait mentir, filiale parentale oblige. 27 ans auparavant, son père Cesare Maldini était le capitaine du Milan AC, déjà vainqueur de Benfica. Un jour de mai 1963 à Wembley, le Benfica de Lisbonne était le maître de l'Europe, auréolé de 2 victoires. Eusebio ouvrait à son équipe le chemin d'un 3e succès. Mais l'Italo-Brésilien du Milan AC, José Altafini, allait faire parler la poudre à 2 reprises. Pour la première fois de son histoire, le Milan AC de Cesare Maldini remportait son premier titre européen. Pour la dynastie des Maldini, l'histoire se répétera 27 ans plus tard et toujours face au Benfica de Lisbonne. Un but de Franck Rijkaard suffira au Milan AC pour conserver le titre suprême. Sous les yeux de son père, aujourd'hui directeur de l'équipe d'Italie Espoir, Paolo ramènera la Coupe d'Europe dans la famille Maldini. À la fin de cette édition, soir 3, 22h35. À demain, bonsoir.